Pour commencer, je vais me présenter un peu. Donc, je m'appelle Francis Delez, je suis lead UX UI. Alors, ça fait 17 ans que je travaille dans le monde du design et 2 ans de chez Bidix. Pour vous parler rapidement de mon parcours, moi j'ai commencé en tant que graphiste, infographiste dans le print à l'époque et au long de mes études, j'ai fait du web design pour me retourner vers le design d'interaction et puis l'UX et en fait tous ces éléments qu'on peut avoir. Donc, si je vous parle un peu de ça aussi, j'ai fait mes études dans des écoles d'art graphique. Et déjà, je vais vous proposer une petite chronologie des outils design. Alors, c'est un peu les principaux, parce qu'il y en a tellement aujourd'hui, puis il y en a tellement qui sont apparus. En fait, là, on peut voir dans la chronologie un peu les plus importants avec une bonne place pour Adobe et tous ces outils qui peuvent être encore utilisés aujourd'hui, que ce soit dans le design, mais plus largement dans la retouche photo, même dans la vidéo maintenant, on a pu voir encore des évolutions, quoi. Donc, les premiers outils design, je vais vous parler beaucoup de Photoshop, mais Photoshop a été créé en 1988 et a commencé à être utilisé dans les outils de design euh, plutôt dans les années 90 avec l'émergence d'Internet et les sites web. Donc là, je vous mets un petit aperçu des versions de Photoshop qu'on a pu avoir. Donc, Photoshop 1, Photoshop 2, 3, 4, 5. Moi, ma première expérience avec ce logiciel, ça a été plutôt quand j'étais adolescent. Je vais vous raconter un petit peu ma vie à travers cette expérience. J'ai un grand frère qui a fait des études d'art graphique et qui s'était acheté un ordinateur. Et moi, ça m'a permis de découvrir un peu ce logiciel Photoshop qui était dédié à la retouche d'image. Donc, on avait des outils comme les outils tampons, des duplications, des changements de teinte, enfin des choses très basiques. Donc pour moi, la découverte, c'était plutôt effectivement dans les années 90, en 1996, où je découvre ces fameux outils Photoshop. Et puis, un peu plus tard, j'ai continué à intéresser tout ce qui était par art graphique, illustration, dessin. Et donc, dans les années 2000, j'ai commencé à utiliser Photoshop dans un cadre de mes études. Donc, à l'époque, on utilisait Photoshop pour faire de la retouche photo. Et un des premiers projets que j'avais qui était assez marrant, c'était on avait une vieille photo qui était dénaturée, où il y avait beaucoup de craquements, d'éléments manquants. Et le but, c'était de retoucher ces photos, de gommer, de la restaurer en fait. Ensuite, on avait des outils comme Illustrator, que vous connaissez sûrement, qui permet de faire du dessin vectoriel. Donc, ce qui va devenir de tout ce qu'on a dans les pictogrammes et des images. C'était beaucoup utilisé pour de l'affiche à l'époque. Et Quark Express, pour les plus anciens, peut-être qui connaissent aussi, qui servait de mise en page. En fait, à l'époque, la mise en page, c'était pour le print, donc pour faire des livres, pour faire de la mise en page euh, de magazines, etc. Donc en 2004, j'utilise vraiment tous ces outils pour mes travaux plus scolaires. Puis en, en 2006, je fais une formation sur le web où je continue à utiliser beaucoup Photoshop. Mais cette formation, c'est sur le web design. Et donc, à cette époque-là, j'ai commencé à apprendre vraiment à différencier tout ce qui était format, à rajouter de l'interactivité et créer des écrans. Donc, créer les menus, les boutons, etc. Donc, à cette époque-là, on utilisait énormément Photoshop. Il y a InDesign qui est arrivé aussi, qui permettait de faire du web, et Dreamweaver. Dreamweaver qui a jamais été vraiment, selon mon prof d'HTML, CSS, bien pour faire de l'intégration, parce que ça permet de faire du design et de l'intégration.
En 2012, là, ce que je mets en avant, c'est pour les outils Axure et Sketch. En fait, là, je commençais à travailler, enfin, je travaillais dans une entreprise. Et Axure est un logiciel qui est plus dédié au prototypage et qui permettait de faire des prototypes pour les clients, etc. Et Sketch qui est arrivé un peu comme un outil ultime à cette époque-là. Et pour le coup, je vous parle vraiment de mon ressenti, de mon expérience quand il s'est arrivé cet outil. Et j'utilisais énormément Photoshop. Sketch était arrivé et ça devenait plutôt une révolution. Donc voilà, la version 5 de Photoshop qui est pour moi, où j'ai vraiment pas mal étudié la chose. On pouvait faire tellement de choses. En fait, on pouvait faire plein de choses de manière différente et on pouvait tout concevoir. Photoshop 7, les Photoshop CS, donc il y a eu beaucoup de versions, il y en a encore aujourd'hui. Voilà. Maintenant, ce que j'aimerais vous parler, c'est ces logiciels de Photoshop étaient vraiment, enfin, on utilisait pour le boulot, mais étaient vraiment bien, mais il y avait beaucoup de contraintes. Et je vais vous parler des contraintes que moi j'ai pu vivre à travers ces outils et comment par la suite les logiciels ont su réagir et améliorer notre expérience utilisateur des logiciels. Alors déjà, il y a un truc qui est revenu souvent, qui était un mème sur Internet, c'est l'organisation des fichiers de travail. Sur les fichiers de travail, on avait quelque chose sur le versionning. Le versionning, en fait, chaque fichier était un document unique où on mettait une maquette et on n'avait pas encore des plans de travail, ce qui fait qu'il fallait faire des versions qu'il fallait faire valider. Et comme il y avait beaucoup d'allers-retours, beaucoup de changements, de modifications, des corrections, bah, pour ne pas perdre le travail qu'on avait avant, on historisait en dupliquant des fichiers et en lui donnant un nom très différent. Donc c'était vraiment compliqué dans un sens parce que c'est des fichiers qui pesaient lourd, qui prenaient de la place sur les ordinateurs de l'époque, qui n'étaient pas, qui n'ont pas la capacité qu'on a aujourd'hui, des enregistrements qui pouvaient être très longs aussi, et vraiment une organisation qui était très compliquée. Pour dire, on avait mis en place un document de nomenclature spécifique pour pouvoir collaborer entre designers afin qu'on puisse s'y retrouver. Donc ces organisations, là, à cette époque-là, on commençait déjà à travailler sur du responsive, sauf qu'on faisait des maquettes web et des maquettes mobiles. Donc ça doublait les fichiers. Là, vous pouvez voir mon organisation qui était complexe, donc des dossiers, des sous-dossiers, et dans ces sous-dossiers, on avait cette fameuse nomenclature avec les numéros, avec les versions et avec le type d'éléments qu'on allait trouver dans ces maquettes. Donc ça, c'était des documents qui étaient partagés parce que, par exemple, si on embauchait aussi quelqu'un, il fallait que cette personne puisse s'y retrouver dans la nomenclature, puisse suivre les fichiers et donc voilà, c'était un volume très conséquent sur nos ordinateurs. Mais heureusement, Photoshop a mis en place quelque chose qui pour moi était vraiment d'une grande aide, c'est les fameux plans de travail. Les plans de travail qu'on retrouve aujourd'hui, qui sont largement utilisés. Et ces plans de travail, bah, ça nous permettait en fait sur un même fichier d'avoir plusieurs formats, donc de travailler sur du responsive, et ce qui était très important. Donc on avait toujours la problématique des versionning, ça n'avait pas tout résolu, mais au moins on avait cette vision qu'on pouvait concevoir web et mobile. Alors, surtout pour des grandes plateformes, pour des gros produits où il y avait pas mal de cas de marge, de cas à l'erreur. Là, je vais vous parler aussi des choses un peu antérieures, c'est des contraintes liées au développement. Parce qu'on produisait des maquettes, et moi j'ai eu plusieurs cas dans ce que j'ai vécu. C'est-à-dire que j'ai eu une période où
que j'étais dans une période où en fait les maquettes, on les proposait à des développeurs et les développeurs que j'avais en face n'avaient pas forcément Photoshop. Donc ça, c'était une réelle contrainte pour nous parce que à la base, les développeurs pouvaient prendre les fichiers Photoshop, faire leur découpage et pouvoir intégrer. Et quand ils n'avaient pas ça, on avait d'autres choses. Donc les spécifications générales et les spécifications détaillées. Je vous montre des exemples de documents, je vous explique un peu à quoi ça correspond. Donc les spécifications générales, en fait, c'était un document Word où on mettait les écrans les uns à la suite des autres et où on expliquait ce qu'il y avait sur l'écran par écrit et les interactions qu'on devait avoir. C'est-à-dire, par exemple, sur un écran, on avait un CTA, on mettait une pastille sur l'écran avec un numéro, et dans le tableau en dessous, on disait au clic sur ce CTA, enfin on mettait le hover, le clic, la redirection, quelle page ça allait arriver. Et ça, c'est des documents très très lourds, en fait, dans le sens où il fallait faire toutes les interactions de chaque composant de chaque page, et c'est un truc qui a pu être, je pense, bien résolu. Voilà, donc je trouve ça drôle de voir d'où on vient pour ces maquettes-là. Et pour les spécifications détaillées, en fait, c'était des spécifications en plus des interactions design, des, euh, des composants fonctionnels, voire des composants techniques quand ça allait chercher de la donnée, par exemple. Un peu plus sur le découpage avec les développeurs. Là, vous voyez sur ces écrans, en fait, pour que les développeurs puissent intégrer parfaitement les designs qui ont été approuvés par le client, on avait ce document-là que j'ai dû faire pas mal de fois parce qu'on n'avait pas d'inspection. Je prenais les écrans et sur Photoshop, je zonais les parties en mesurant en pixels, en indiquant, parce que, encore une fois, les développeurs que j'avais en face n'avaient pas Photoshop, donc c'était des documents PDF qu'on leur livrait ou PPT. Et en fait, donc chaque chose comme un inspect dans un navigateur d'aujourd'hui ou dans des logiciels comme Figma, et ben on le faisait un petit peu à la main, même parfaitement à la main, jusqu'au typo, jusqu'au comportement. Donc ça s'est accompagné des SFG qui étaient lourds aussi à faire. Donc, c'est des contraintes de développement qui ont fait vraiment évoluer les outils design parce que après, les logiciels ont proposé des choses que j'aurais voulu demander, en fait, comme quoi ils ont éduqué ces éléments-là. Et pour moi, ça a été d'abord l'Adobe Creative Cloud, quand ils ont mis en place avec leur cloud Adobe, où j'ai pu avoir accès à cet inspect d'éléments. Et là, c'était magique. On mettait nos maquettes sur le cloud. Et puis, en allant dessus, on pouvait voir bah, toutes les margins, toutes les couleurs, toutes les typos, tous les codes CSS. Enfin, c'était vraiment super comme outil. Ça enlevait pas la contrainte de Photoshop d'avoir les plans de travail et les fichiers sur le disque dur, mais au moins, ça nous permettait d'enlever ce travail où on envoyait le lien au développeur qui était consultable publiquement. Il pouvait télécharger les assets et ça, c'était une grosse révolution pour moi, pour l'équipe dans laquelle j'étais. Alors, les prototypes, il y a pas mal de choses à dire sur les prototypes. Les premiers prototypes que j'ai pu faire, en fait, on peut dire c'était des PowerPoint où en fait c'était un enchaînement d'écrans pour expliquer aux clients surtout le déroulement, parce que à cette époque-là j'étais en cycle en V et il y avait une validation client qui était obligatoire de montrer les écrans un par un, qui nous retournaient avec leurs questions, avec justement le cahier
qui est fonctionnel et qui pouvait aussi, comment dire, qui pouvait servir pour les cahiers de recettes. Et c'est là qu'on a eu pas mal de logiciels de prototypage. Donc là, je vous en mets quelques-uns en exergue. Mais dans les logiciels de prototypage, on avait donc du Protopie, du Axure, du Flinto, du Marvel, du Vision Studio. Je ne sais pas si vous en connaissez d'autres un peu plus anciens, parce que maintenant il y en a tellement qui permet de faire pas mal de choses. Pour ma part, j'ai beaucoup utilisé Axure. Axure qui était un outil qui, pour moi, était déjà en avance sur les outils d'aujourd'hui. Parce que ça nous permet de faire du prototypage, de maquettes. Ça générait des fichiers HTML. Donc pour les faire visionner aux clients, c'était pratique. On avait juste envoyé le lien. On pouvait aller très loin aussi dans le design, c'est-à-dire faire un design fidèle par rapport au produit final. Et il y avait surtout des variantes et des conditions. Donc c'était un peu basé sur l'ActionScript qu'on retrouvait dans Flash. Et donc c'est Axure et, avait des fonctionnalités à l'époque que maintenant on va retrouver dans les nouvelles versions de Figma. Et je trouve ça assez étonnant, mais en fait, comme quoi, même si un logiciel propose pas mal de choses, c'est aussi la mise en forme qui va driver le fait qu'on adopte un produit, quoi. Voilà, Axure, très puissant mais complexe, c'est exactement ça. Il y avait pas mal de paramètres à prendre en main, on pouvait aller très loin, on pouvait faire pas mal de choses avec. J'ai été aussi formé sur Axure, mais la formation était très basique, c'était pour faire des premiers écrans, donc c'était pas très utile, mais tout ce qu'on pouvait faire dans tout ce qui était variable et haute connexion, ça c'était vraiment intéressant pour le coup. Voilà, je vais vous présenter un ancien Axure, juste pour vous montrer des choses qu'on pouvait faire pour le mobile. Donc voilà, là j'avais un élément qui slide. Quand je scrollais en bas, je pouvais faire remonter mon élément. J'avais mon petit menu. Voilà. Tout ça vraiment interactif. On pouvait rendre tout interactif. Voilà, j'avais des barres où je pouvais changer les chiffres en haut. Ça proposait des choses vraiment très très poussées. On pouvait aller très loin là-dessus. Voilà, donc c'était un peu mon focus sur Axure, parce que c'est un outil qui je ne sais pas comment trop il a évolué, ça fait quelques années que j'y ai pas touché. Est-ce qu'aujourd'hui il est un peu plus utilisé? Quand je suis retourné sur le site, il avait l'air d'avoir de nouvelles fonctionnalités un peu plus, encore plus poussées, mais je pense qu'il y a de la concurrence. Donc c'est pour ça que je vous parle de la nouvelle génération des outils design et de comment je l'ai vécu. Euh, pour moi, les outils design, donc, ça a été vraiment bah, Sketch, Adobe XD et puis Figma. Comme je disais, moi j'étais pro Sketch quand c'est arrivé. C'est-à-dire, Sketch est arrivé, on a trouvé ça formidable dans l'équipe. On a commencé à s'intéresser en plus à l'atomic design, à le mettre en place et de mettre en place les design systems. Donc c'était vraiment un outil très facile à prendre en main. C'est ce qui m'a surpris en fait. C'est un outil de designer créé par des designers. Donc j'étais conquis. Adobe XD, comme je disais juste avant, j'ai pas trop utilisé. Et puis à l'époque où j'étais sur Sketch, Figma, j'entendais parler, mais pour moi personnellement, c'était un autre outil. J'avais pas, comme Adobe XD, j'avais pas lieu d'aller dessus. Donc bon, je m'intéressais un petit peu, mais à côté. Pour moi, Sketch, on crée les maquettes, le design system, toute cette arborescence.
InVision, c'était un côté de Sketch avec le plugin InVision, on faisait les prototypes pour les donner aux clients, pour les donner accès aux clients, pour avoir les commentaires, les retours. Même si InVision proposait bien plus, il proposait plus après. Et Zeppelin, c'était vraiment le soft qui nous permettait de donner toutes nos maquettes aux développeurs d'une manière un peu évoluée, où on pouvait découper bien les fichiers. Enfin, là, je vous montre un exemple d'un de nos dossiers, enfin, de nos dossiers sur Zeppelin, où on avait les différents projets, les librairies, les écrans, où les développeurs, on pouvait les assigner dessus, échanger en commentaire et mettre à jour. Mais évidemment, on n'a pas d'outils parfaits à ce moment-là. C'est-à-dire que j'avais beaucoup de problématiques sur Sketch et Zeppelin, dans le sens où quand il y avait des maquettes peut-être un peu trop poussées, on arrivait sur Zeppelin où il y avait des erreurs qui se mettaient en place, des erreurs qu'il fallait corriger, des erreurs de typo, des erreurs de placement, des choses où forcément pour les développeurs qui voient ça marchait pas. Et autre grosse problématique, et ça c'est le côté du cloud. Alors, on avait Sketch, mais on avait toujours Adobe, et on avait le cloud d'Adobe, et donc forcément, pour une équipe, il fallait travailler sur les mêmes sources de fichiers. Et comme Sketch, on l'utilisait dans le dur, c'est-à-dire qu'on l'utilisait sur le disque dur, on utilisait la synchronisation. Et j'ai eu pas mal d'erreurs de synchronisation où d'autres designers avec qui je travaillais n'avaient pas forcément les bonnes versions, donc il fallait pas mal échanger là-dessus. Et puis c'est pareil, ça dupliquait les fichiers. On avait un fichier pour les atomes, un pour les molécules, un pour les pages. En fait, on avait pas mal de choses compliquées là-dessus. Les sauvegardes, on n'était pas trop sûr dessus. Et c'est vraiment un des trucs qui était compliqué. Pour le reste, je trouvais Sketch parfait. Vraiment très puissant et parfait. Et puis, un jour, j'ai dû me mettre à Figma. Et je me suis mis à Figma vraiment par pur plaisir. Sincèrement, pour vous raconter un peu l'histoire, j'étais sur des projets, on faisait des projets en collaboration avec d'autres filiales de la société où j'étais. Et j'ai eu un designer qui a proposé des ateliers, notamment avec Figma. Donc j'ai participé à ces ateliers et j'ai pu commencer à utiliser l'outil. Au début, je ne m'y retrouvais pas trop dans cet outil, dans le sens où il n'y avait pas exactement les mêmes choses que Sketch, ça se ressemblait beaucoup. Mais en fait, il fallait une petite prise en main, il fallait passer un petit peu de temps dessus pour se rendre compte de la fluidité et des choses qu'on pouvait faire dessus. Et l'élément qui était vraiment génial sur Figma quand on avait, c'est déjà un outil en ligne, donc accessible PC, Mac, et surtout un outil collaboratif. Et ça change tout, je trouve. C'est un des points qui m'a fait switcher sur Figma. Donc, comme je disais, Figma réunit tout, donc de la gestion des composants, du design system, des prototypes qui au fur et à mesure se sont évolués, l'interface quand on commence à la prendre en main qui est claire, et puis on va avoir donc un outil en cloud il n'y a pas de souci de synchronisation, il y a l'inspect dessus. Enfin, je pense que je parle la plupart à des connaisseurs de ce logiciel parce que c'est vraiment un logiciel qui a pris place. Et donc, dans ma société où j'étais en CDI à l'époque, on était encore sur Sketch, j'ai demandé de mettre 3 mois à l'essai pour moi et mon équipe sur Figma et de faire une conclusion argumentée pour pouvoir si on pouvait passer en Figma Pro et abandonner Sketch. Et en fait, ça s'est fait très simplement parce qu'il n'y avait que des avantages. Au-delà de l'outil performant et puissant pour les designers et du côté collaboratif, il comprenait tout ce qu'on avait dans Sketch, InVision et Zeppelin, sauf qu'on n'avait pas besoin de payer 3 logiciels plus chers, mais on avait un logiciel qui comprenait tout.
Donc après, il y a eu une phase où je me suis dit, oh là, ça va être compliqué parce que toutes les maquettes qu'on a sur Sketch, qu'on avait dû faire de Photoshop à Sketch, bah de Sketch à Figma, il fallait le faire. Il fallait donc tout transformer. Mais il y avait des plugins sur Internet qui permettaient de transformer les fichiers et puis corriger quelques erreurs. Mais après, ça a plutôt roulé, ça a été plutôt vite. Et après, ça a été aussi beaucoup de repenser comment on allait construire les maquettes avec les fameux composants. Aujourd'hui, Figma va toujours plus en plus loin. Pour moi, je vous ai mis vraiment les trucs qui ont été très poussés. Donc, pour moi, l'auto-layout, c'était un outil formidable parce on va toujours plus loin dans se rapprocher avec ce qu'on a avec les développeurs. Et ça nous oblige, en tout cas, moi, ça m'a obligé à penser un peu comment un développeur pourrait intégrer des maquettes sur mobile, web, app. Et je trouve que ça oblige une mécanique qui permet d'aller plus loin là-dessus. On avait donc les composants, on a les composants interactifs qui permettent maintenant de créer un composant type bouton et de pouvoir l'utiliser partout dans ses maquettes. Les variantes qui sont arrivées, donc qui sont repris concrètement quand c'est arrivé, je me suis dit, bah tiens, bah ça vient d'Axure, et là, je commence à m'y intéresser de plus en plus, donc les conditions. Et il y a aussi bah, une énorme communauté qui propose des maquettes, des inspirations, des plugins. Moi, j'utilise pas mal de plugins qui sont liés aussi à ma façon de travailler avec les équipes. C'est-à-dire, j'ai les plugins Jira, je peux les utiliser. Et puis, sans parler de FigJam, le DevMod. D'ailleurs, je voudrais faire un focus sur le DevMod et j'aimerais que vous me partagiez aussi ça. Actuellement, moi, donc je travaille sur Figma avec une équipe de dev qui est plutôt des développeurs seniors. Et quand le dev mode est arrivé, je leur ai dit, regardez, c'est génial, allez voir. Et eux m'ont dit que ça ne leur servait pas, concrètement. Donc je me demande, voilà, si c'est très spécifique à cette équipe, si vous avez déjà rencontré des développeurs qui ont un peu rebuté le dev mode parce qu'ils ont déjà leurs propres outils, ils n'ont pas besoin d'en apprendre d'autres, ou est-ce que c'est un outil, selon vous, qui pourrait être pour des développeurs juniors? Donc, si vous avez des réponses, je suis preneur là-dessus. En tout cas, voilà, je partage ça. Et, et évidemment, il y a l'IA qui arrive en grande pompe, là, qui bouscule un peu tout à travers, que ce soit le design, l'illustration. Qu'est-ce que j'appelle le dev mode dans Figma? Il y a un bouton switch sur les maquettes qui remplace l'inspect qu'il y avait avant. Et ils ont fait évoluer en disant cette interface est pour les développeurs. Donc maintenant, on peut mettre des maquettes en ready to dev. Et quand les développeurs vont dessus, ils ont tous les outils nécessaires pour extraire les images, Picto, Code, CSS, etc. Et surtout, ils peuvent connecter directement à leur GitHub, ce qui va faciliter les design systems. Et ils sont connectés à leurs outils. Je n'ai pas approfondi. Et moi, je pensais que ça allait beaucoup les aider, du coup, de leur montrer ça. Et de leur côté, m'ont dit, on n'a pas besoin. Ils ont plus besoin de regarder les écrans, puis ils intègrent à côté. Oui, et comme je redisais, il y a l'IA qui arrive en grande pompe où on a déjà pas mal de trucs. Là, j'ai vu passer un module qui propose pour Figma de rentrer un prompt et qui nous génère une maquette auto-layout nickel avec tout ce qu'il faut. Mais je crois qu'il y a eu un gros sujet sur l'IA précédemment, avec tout ce que ça implique.
l'IA est partout. Donc voilà, de ce qu'on a pu voir jusqu'à Figma, tout ce que je vous ai montré, moi, ma question et ma réflexion et le pourquoi de cette rétrospective, c'est que je me suis dit, moi, ça fait longtemps que je suis dans le design, que j'utilise des logiciels. Au fur et à mesure, euh, j'apprends j'apprends toutes les nouvelles fonctionnalités, toutes les façons de faire fonctionner. Et là, je vois qu'un logiciel comme Figma va très vite. Est-ce que, la question que je pose de manière générale, est-ce que Figma embarque trop de fonctionnalités? Est-ce que un designer aujourd'hui va faire des wireframes, créer des premiers prototypes, créer des maquettes, créer un design system, créer les variables pour ces prototypes, faire l'export, je sais pas. Euh, si tu voilà, est-ce que tout ça, ça fait trop à soit encaisser pour quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, ou soit pour un junior qui commence à faire ses études, et dans les études, on n'apprend pas forcément tout à fond, et en plus, on apprend, généralement sur le tas, et en plus, c'est un logiciel, bah, on voit tous les mois, il y a des nouveautés, quoi. Donc, est-ce que vous pensez que ça peut devenir une usine à gaz, un peu comme l'a été Photoshop à son époque, où on pouvait faire tout et n'importe quoi, ou est-ce que vous vous sentez serein là-dessus? Hop. Je voulais vous parler aussi des outils no-code qui sont présents, où on peut faire pas mal de choses. Donc les outils no-code, c'est vraiment des logiciels et des plateformes dédiées à pouvoir faire du design et qui soient développés directement sans avoir besoin de la main d'un développeur. Aujourd'hui, je pense que c'est très utile et très utilisé pour des sites, on va dire, sans contrainte de data active, en tout cas de mon point de vue. Donc là, je vous ai listé quelques-uns: Webflow, Bravo Studio, Bubble, Wix, Doric, Space Square, WordPress, Card. Alors, je ne les connais pas tous. J'ai testé du Webflow qui est vraiment super. C'est assez facile à prendre en main. Alors, moi, j'ai quand même des connaissances HTML, CSS, je comprends un peu comment ça fonctionne, donc, mais je pense que c'est tout à fait abordable. Il y a aussi Bravo Studio, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de l'utiliser, qui permet de générer des applications iOS et Android en direct. On prend des maquettes Sketch, Figma, et c'est surtout qu'on peut le lier à une base de données qui est assez formidable, parce que au lieu de créer des prototypes avec 30 000 écrans, et ben là on donne une feuille Excel ou Airtable, et ça nous permet de générer des maquettes interactives avec de la vraie donnée dedans. Ensuite, moi je vais vous parler aussi de mon process UX, UI design. Mon process, en fait, il y a un truc qui n'a jamais changé de toutes ces années où j'ai pu utiliser de Photoshop à Figma. C'est que d'avant de concrétiser une maquette, avant de faire une maquette vraiment sur le logiciel, j'utilise toujours mon carnet, une feuille, un crayon, un stylo pour que mes idées sortent. C'est un point que je trouvais important à soulever, parce que on nous donne des outils super pour faire des choses, mais pour moi, c'est la meilleure façon de réfléchir ou d'interagir à imaginer, à faire de la conception, que ce soit UX ou UI, de faire un petit croquis, un petit dessin, on s'y retrouve très facilement. Et moi, c'est vraiment voilà. Je suis à 10 blocs-notes par an. La moitié des notes sont des dessins fléchés. Ouais, exactement. Je pense qu'on a tous un peu ça. Pour moi, ça me permet vraiment, c'est mon papier à penser, quoi. Si je voulais aussi parler des designs, mais pour quel device? Aujourd'hui, on développe beaucoup d'applications ou de sites web,
Mais là, on commence à voir des écrans pliables, des écrans roulables, l'Apple Vision Pro ou toutes les casques VR qu'il y a. De mon expérience, moi j'ai pu designer que sur du mobile ou du web, un peu de la montre connectée. Et je pense que peut-être qu'on va avoir ces outils-là, ou peut-être d'autres outils plus spécifiques, pour pouvoir designer sur des éléments avec de la profondeur, de la VR, des choses comme ça. Ensuite, voilà, il y a quelques mois, je vous ai lancé un sondage, un peu à tous, justement pour alimenter mes réflexions, tout ça. Donc merci à tous ceux qui ont répondu au sondage. Comme vous pouvez le voir, j'ai eu des product designers, des UX, des UI, PO, UX stratégie. Et c'était très intéressant d'avoir vos réponses. Donc, il y a des questions que j'ai posées, c'était justement au cours des carrières, quels outils de conception vous utilisez, quels outils vous utilisez actuellement. Et on voit que Figma est en tête, pardon, avec pas mal d'utilisation de Sketch. On retrouve les Adobe, les différents logiciels dans lesquels j'ai parlé. Et dans le sondage, je crois que je vous avais posé la question si vous aviez utilisé d'autres logiciels, type Penpot ou des choses comme ça. Je reprends quelques-uns des commentaires qui m'ont été mis. Donc voilà, c'est un peu les échanges que je voulais avoir. Donc pour ceux qui ont des expériences, on va dire, de moins de 5 ans, ceux qui ont utilisé Figma, Adobe ou Sketch, il y a pas mal en autodidacte ou sur YouTube ou sur des choses d'apprentissage ou en fait au fur et à mesure. Donc il y a pas vraiment de formation spécifique, on va dire, à l'école. Pour ceux qui ont plus de 10 ans d'expérience, c'est pareil, les outils reprennent le même principe. On teste constamment. Je voulais avoir votre avis aussi sur tout ce qui est IA, module IA, etc. Sur tout ce qui est qui influencera plus tard. Donc oui, il y a les IA qui arrivent en force, où il y a pas mal de choses. Euh, donc voilà, je vois notamment avec Figma une tendance à prendre des mécaniques liées au monde du développement. Oui, de toute façon, orienté sur plusieurs profils, designer, développeur. Le côté collaboratif, je pense que c'est vraiment le truc euh, saisissant de ces nouveaux outils. C'est le côté très collaboratif où tout le monde peut venir travailler dessus à son niveau, des designers, des utilisateurs, etc. Et après, j'avais une petite question aussi un peu plus marrante parce qu'on est designer, mais parfois dans des missions, dans des boulots, on n'est pas sur nos outils qu'on aime, Figma, etc. Pour ma part, j'ai dû designer sur Word, qui n'était pas évident parce que c'était un Word couplé avec un Excel qui reprenait de la donnée et il y avait beaucoup de contraintes. Et puis Word, c'est juste compliqué à designer vraiment dessus. C'était pas histoire de faire un template, il fallait réfléchir vraiment à un design. PowerPoint aussi. Je vois qu'il y en a qui ont du Paint. Et il y a quelqu'un qui m'a écrit un commentaire ou allez voir sur la chaîne YouTube Elliot It's a Cool Guy. C'est une petite vidéo YouTube où un designer montre sur différents logiciels qui ne sont pas des logiciels de design comment designer. Donc c'est un peu la capacité aussi que je trouve intéressante chez les designers, c'est qu'on peut designer un peu sur n'importe quoi, même si on préfère pouvoir designer sur les logiciels sur lesquels on est habitué. Il semblait intéressant de pouvoir revenir un peu tout ça et de voir tout le chemin qu'on a parcouru finalement en très peu d'années sur les outils design et ça laisse transparaître un peu ce qu'on va avoir plus tard aussi parce que ça évolue très très vite encore et je pense qu'on va avoir de belles surprises.